Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le vendredi 29 janvier. On va parler de santé avec le comité de pilotage qui réunissait hier matin à l'Agence régionale de santé les acteurs du monde de la santé, et ce pour présenter notamment le Pacte Santé 2. L'objectif, que chaque Français trouve facilement un médecin près de chez lui. Les précisions de Muriel Barlagne. Les acteurs de la santé réunis en comité de pilotage à l'Agence régionale de santé pour présenter le Pacte Territoire Santé 2. Un ensemble de mesures émanant de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, pour lutter contre la désertification médicale. Les territoires français ne sont pas à égalité en matière d'accès aux soins, une situation qui a déjà évolué grâce au Pacte Territoire Santé 1 lancé en 2012. Alors, le Pacte Territoire Santé 1 a permis d'une part de mettre en place des bourses pour les étudiants et les internes en médecine. Nous avons 45 personnes qui ont été concernées par cette bourse de 1 200 € par mois et qui accompagnent la formation de l'étudiant ou de l'interne jusqu'au terme de sa formation et qui lui, sous réserve qu'il s'installe ensuite dans un territoire déficitaire. Donc ça a permis par exemple à des professionnels de s'installer sur Marie-Galante, Capesterre, Lamentin. D'autres dispositifs comme le statut de praticien territorial de médecine générale, 2 signatures de contrats en 2015, l'un sur Saint-Louis de Marie-Galante et l'autre sur Lamentin. Donc on voit bien que ça favorise l'installation des médecins sur des territoires déficitaires. Le Pacte Territoire Santé 2 s'articule autour de 10 grands engagements. Il s'agit de pérenniser et d'amplifier le premier pacte, mais aussi d'innover pour s'adapter aux besoins des professionnels et des territoires. D'où la mise en place de mesures telles que l'augmentation du numerus clausus régional pour l'accès aux études de médecine ou encore la mise en place de plusieurs autres outils de télésanté. On a maintenant un groupement de coopération sanitaire e-santé Archipel 971 qui développe des outils au service des professionnels de santé, la messagerie sécurisée, la télé AVC, la télé santé sur les plaies et cicatrisation qui permet à un infirmier avec une tablette chez le patient d'avoir un lien avec des spécialistes dans un établissement de santé. Enfin, sur un archipel, c'est très important de développer justement ces outils innovants de télésanté. Cette réunion a aussi été l'occasion de lancer officiellement un portail en ligne pour mieux accompagner les professionnels de santé. GuadeloupePapsSanté.fr a été pensé notamment pour les jeunes professionnels. Un site unique où trouver de l'information fiable sur par exemple les mesures en place pour s'installer en libéral, une plateforme complète pour s'orienter à chaque étape de sa carrière. Santé toujours avec l'épidémie de Zika. Ce matin, la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin, a minimisé les propos du ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui recommandait hier aux femmes enceintes qui vivent dans l'Hexagone et qui avaient prévu de se rendre en Outre-mer de reporter leur voyage. Georges Paul-Langevin a notamment rappelé que la Réunion n'était absolument pas concernée. De leur côté, certaines compagnies aériennes comme Corsair proposent aux femmes enceintes et à leurs accompagnants l'annulation et le report sans frais de leur voyage. Air Caraïbes de son côté propose le report du voyage. Air France n'a pas encore communiqué sur ce sujet. Mais qu'en pensent les touristes qui sont actuellement en Guadeloupe? Exemple au Gosier avec Jacques Damprobe. Non, on n'est pas perturbé. On s'habitue. L'année dernière c'était le chikungunya, cette année c'est le Zika. On prend nos précautions et puis on fait avec. On n'a pas le choix, sinon on reste en métropole. Sans le soleil et sans la mer. Donc bon, pour nous c'est pas. On prend les précautions d'usage, anti-moustiques, vêtements amples, voilà. Oui. Répulsif également. Pardon? Répulsif également. Répulsif également, donc on fait le nécessaire, on prend nos précautions, tout ce qu'il faut pour éviter les problèmes. Nous estimons qu'il faut prendre des précautions par rapport, je dirais, à l'exposition, par rapport au soleil, donc c'est pas quelque chose qui me perturbe Plus que ça. plus que ça.
Voilà, vous l'avez vu, des touristes qui ne semblent donc pas plus perturbés que ça par l'épidémie de Zika. Alors après le chikungunya, comment les Guadeloupéens, eux, appréhendent-ils cette menace éventuelle? Élément de réponse avec ce reportage toujours de Jacques Damprobe. Une cinquantaine de cas avérés en Guyane, une centaine d'autres en Martinique et seulement 2 en Guadeloupe. Le Zika est-il vraiment aux portes de l'archipel? Les pouvoirs publics semblent le croire et prennent les devants en lançant une vaste campagne de communication et de sensibilisation. La prévention passe par la destruction des gîtes larvaires, mais aussi par l'achat de répulsifs. Dans ce domaine, les pharmacies sont fin prêtes. Pour autant, les Guadeloupéens ne sont pas pris de panique. On n'a pas encore senti un mouvement vers les professionnels de santé, en tout cas dans les pharmacies. Pas de demande réelle de conseils ou d'informations concernant cette épidémie. Alors qu'en réalité, c'est un réel fléau dans l'Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Donc on attend encore cette petite réaction-là. La menace est sérieuse, le Zika est vicieux. Dans la plupart des cas, on peut être porteur de la maladie sans en développer les symptômes. Sans être parfaitement informés du danger, certains en ont pleinement conscience et prennent leurs précautions. Comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis très sensible par ce type de contamination, donc je me suis déjà munie des produits adaptés pour prévenir ce problème. Ce sont des produits que vous avez achetés très rapidement? Oui, très rapidement en pharmacie, parce que j'ai des enfants autour de moi et je les protège pour éviter toute contamination et les aider. Étant donné que la dangerosité de cette maladie et le risque de propagation, j'essaie de prendre, conformément aux conseils donnés par les médias à la SS, toutes les précautions nécessaires. Et de toutes les manières, faire de son mieux, de façon à répondre les informations aux alentours, de façon que les voisins et ceux qui m'environnent essaient de prendre les mêmes précautions de façon à arrêter ce fléau qui serait néfaste pour la Guadeloupe. Tout le monde doit être concerné, même si les femmes enceintes sont les plus exposées au virus. Les risques de malformation sont importants pour les nouveau-nés. Comme toute maladie, le Zika vaut bien une piqûre de rappel. Et de son côté, l'OMS a annoncé une réunion d'urgence le 1er février. Selon les propres termes de l'Organisation mondiale de la santé, le virus se propage de manière explosive. Le niveau d'alerte est extrêmement élevé. Si vous êtes collégien, lycéen ou bien étudiant et que vous voulez en savoir plus sur votre avenir, cette info pratique, sachez que le WTC à Jarry accueille à partir de 14h cet après-midi la 8e nuit de l'orientation jusqu'à 21h. Vous allez pouvoir vous orienter sans stress, discuter mais aussi échanger avec les professionnels. L'entrée est libre. Un tout autre sujet maintenant, il était question de dopage ce matin à la Cité des métiers du Rézé. Les élèves du pôle excellence du CREPS, toutes disciplines confondues, ont pu rencontrer plusieurs intervenants pour évoquer la prévention du dopage et les conduites addictives dans le sport. Le reportage d'Éric Pommier. Noémie Bazar est du pôle excellence au CREPS Antilles-Guyane, option escrime, et donc fait partie de ces futurs champions confrontés un jour à la problématique du dopage. Le dopage, un fléau qui a su traverser le temps et continue de frapper de plein fouet le monde du sport. Dopage égale triche, les champions en herbe comme Noémie en ont peur. Très peur, surtout lorsqu'on connaît maintenant les risques et ce qu'on encourt en cas de suspension en fait. On peut, je crois si j'ai bien écouté, on peut aller jusqu'à 2 ans de suspension en cas de dopage déclaré. Donc c'est quelque chose de très dur à supporter pour nous sportifs qui faisons du sport tout le temps, tous les jours. Opter pour la performance pure, le message est clair. Le docteur Armel Jean-Étienne le confirme. Au-delà de la triche, il y a surtout le volet santé qui est visé. Le sportif est un être vulnérable dont la santé doit être saine pour réussir sans avoir recours à de quelconque additif. C'est une journée importante pour eux parce que ce sont des sportifs qui sont amenés dans des filières de haut niveau et qu'effectivement on va exiger d'eux qu'ils aient des performances au niveau de leur activité physique, au niveau de leur discipline. Et il faudra effectivement qu'ils soient concentrés sur leur performance, sur leur niveau de performance, sur leur forme et sur leur santé. Donc c'est important pour eux, pour préserver leur santé, préserver leur capital santé, qu'ils ne soient pas soumis à des tentations, à prendre n'importe quoi. Tout ça pour un objectif de performance. Et puis il y a l'aspect réglementation, voire judiciaire, que Philippe Barrault et David Gradel, experts en stupéfiants et en mission en Guadeloupe depuis mardi, sont venus expliquer aux jeunes sportifs
Premier atelier d'approche, travailler leurs connaissances sur la problématique du dopage. On leur explique que dans la plupart des cas, le dopage, c'est pas la volonté de tricher, c'est l'environnement piégeux des clubs qui vont sponsoriser des boissons ou des compléments alimentaires pollués avec des produits dopants. Et puis aussi, on essaie de travailler avec eux sur les moments de vulnérabilité, les moments où ils doivent passer à l'échelon supérieur, les moments où ils doivent passer des qualifications, les moments où ils sont blessés, les moments où psychologiquement ils sont plus faibles. Donc essayer de travailler avec eux à renforcer ces moments-là et à les affronter en n'étant pas seuls. L'action prévention contre le dopage et conduite dopante dans le sport continue. Rendez-vous dans l'après-midi au campus de Fouillol pour une conférence débat en partenariat avec l'UFR STAPS. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous prendrons la direction de la Colombie avec l'ONU qui tente de mettre fin au conflit armé. Mais tout de suite, on va parler économie. Voici la Minute Caraïbe. La Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes vient de publier ses chiffres pour 2015. Sans conteste, c'est la République dominicaine qui affiche une croissance de son PIB de 6,6% en 2015, taux le plus élevé dans la région, dû à son fort dynamisme en matière de tourisme. Le second pays le plus dynamique est Saint Kitts Nevis, avec une augmentation de son PIB de 5,2%, suivi par Cuba avec 4%. Plus lentes sont les économies de Barbade, Trinidad et Tobago, qui ont une croissance de seulement 0,5 et 0,2%. En bas de tableau, la Dominique, qui a vu son économie se contracter à moins 2,7% en raison des dommages causés par la tempête tropicale Erika. Dans l'ensemble, l'économie de la grande région Amérique latine-Caraïbe est atone, avec une croissance de 0,2%. En revanche, l'économie de la seule région Caraïbe est plus dynamique, avec une croissance annuelle de 1,6% de son PIB. L'ONU a accepté lundi de superviser le règlement final du conflit entre le gouvernement colombien et la guérilla marxiste des FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie, qui remonte à 1964. Au terme d'une résolution du Conseil de sécurité adoptée à l'unanimité, une mission politique de l'ONU sera établie à la demande des deux camps, avec des observateurs internationaux chargés de surveiller notamment le désarmement de la guérilla. La mission sera mise en place pour une période de 12 mois, avec une possibilité d'extension afin de surveiller et vérifier un cessez-le-feu bilatéral définitif, la cessation des hostilités et le dépôt des armes par les deux camps. Des observateurs internationaux non armés seront recrutés notamment parmi les pays de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, CELAC, afin de mener à bien cette mission. Il y a quelques mois, Bogota et les FARC ont convenu de signer un accord de paix définitif avant le 23 mars pour tenter de mettre fin au conflit armé le plus ancien d'Amérique latine. Celui-ci a fait au moins 220 000 morts, 6 millions de déplacés et des dizaines de milliers de disparus. Colombie toujours. Barack Obama a remercié le gouvernement cubain d'avoir accueilli les pourparlers de paix entre le gouvernement colombien et les forces armées révolutionnaires FARC. Le président américain a fait sa déclaration au journal El Tiempo de Bogota, dans lequel il informe que le dialogue entre les deux parties a progressé plus vite depuis le rétablissement des relations entre Washington et La Havane. Dans sa déclaration, Barack Obama a reconnu ce qu'il décrit comme la courageuse décision du président colombien Juan Manuel Santos de s'asseoir à la table des négociations. Obama a déclaré que personne ne pensait que ce serait une tâche facile. Il est beaucoup plus difficile de mettre fin aux guerres que de les commencer, car cela exige un engagement fort et implique de prendre des risques. Le président américain a déclaré que son pays soutient la mise en œuvre de l'accord colombien sur les victimes du conflit, la justice et la restitution des terres. Retour en Guadeloupe, musique noire et mémoire, c'est le thème retenu cette année pour la 11e édition du Mois de l'Afrique qui se déroule dans notre département. Le coup d'envoi a été donné hier soir au centre culturel Sonis à Pointe-à-Pitre. Au programme jusqu'au 6 mars, des congrès, des conférences, mais aussi des vernissages, des manifestations qui vont avoir lieu sur l'ensemble de notre archipel. Et sachez que ce soir, une pièce de théâtre L'étrangère sera donnée sur le campus de Fouillol. Lui, il donnera une conférence sur le bonheur ce soir à la médiathèque du Lamentin. Frédéric Lenoir était en séance de dédicace il y a 2 jours à Jarry. Il est auteur d'une 40aine d'ouvrages sur le bonheur, mais aussi sur la joie. Son public était au rendez-vous. Le reportage de Muriel Barlagne. Invité en Guadeloupe par l'association Oser être soi pour mieux vivre sa vie, Frédéric Lenoir est allé à la rencontre de ses lecteurs pour une séance de dédicace à Jarry.
Un moment privilégié tant pour l'auteur que pour son public. J'ai un retour très positif de gens, si vous entendez ce qu'ils disent, c'est très émouvant. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ça les a vraiment aidés dans une épreuve de vie, ça leur a permis de changer de métier, de se remettre en question, de redécouvrir quelque chose d'eux-mêmes, de guérir une relation. Donc j'ai des retours très émouvants. C'est pour ça que pour moi, c'est pas de la fatigue, c'est nourrissant d'entendre tous ces témoignages de vie, même si c'est en quelques minutes. Chaque fois, je suis ému. Quand j'ai rencontré cet auteur-là, j'étais dans cette perspective et cette recherche de la paix surtout. J'ai pu découvrir à travers plusieurs auteurs, notamment parce qu'ils n'hésitent pas à s'inspirer de ces recherches et à les partager avec nous de manière à ce qu'on puisse avoir une vue vraiment globale et d'ensemble et en nous donnant des pistes. Et après, ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir la piste qui nous intéresse. Frédéric Lenoir a une quarantaine d'ouvrages en tout genre à son actif, des essais, des livres d'entretien, des contes philosophiques, des pièces de théâtre et même de la bande dessinée. Il a aussi dirigé des ouvrages encyclopédiques. Philosophe, sociologue, historien des religions, mais aussi docteur et chercheur associé de l'École des hautes études en sciences sociales, l'homme aux multiples casquettes propose une réflexion spirituelle au sens philosophique du terme. Ces deux derniers ouvrages traitent du bonheur et de la joie. Je me suis intéressé à tous les auteurs qui ont parlé du bonheur et donc j'ai eu envie de faire une synthèse à la fois entre les philosophes d'Orient, d'Occident, les sciences contemporaines, notamment les sciences cognitives, la sociologie, la psychologie des profondeurs. Donc c'était une grande synthèse qui était le fruit d'une longue réflexion. La joie, en fait, c'est parce que j'ai vécu un décès important il y a 1 an et je me suis rendu compte que j'ai eu des moments de joie malgré cette peine, malgré cette souffrance et je me suis rendu compte à quel point la joie était mystérieuse. C'est une énergie, c'est une grâce, c'est quelque chose qui nous tombe dessus et qui peut cohabiter avec la souffrance. C'est encore autre chose que le bonheur. Et du coup, j'ai eu envie d'écrire un livre sur la joie. Les ouvrages de Frédéric Lenoir sont disponibles dans une vingtaine de langues. Il s'appuie sur plusieurs savoirs au carrefour de la psychologie, de la philosophie et de la spiritualité. Un large public y trouve son compte. En général, des personnes qui se posent des questions sur le sens de la vie. Le succès est au rendez-vous. 4 millions d'exemplaires ont été vendus. Et donc si le thème du bonheur vous intéresse, Frédéric Lenoir donnera donc une conférence ce soir à la médiathèque du Lamentin à partir de 19h. On va parler de sport. En football, la suite ce soir de la 14e journée de DH. Le Red Star de Pointe-à-Pitre rencontre le CSM. Coup d'envoi du match à 20h30. On va terminer avec vos prévisions météo pour cet après-midi. Le ciel sera partagé entre les éclaircies et les passages nuageux. Des nuages qui pourront d'ailleurs donner lieu à quelques gouttes de pluie. Les températures afficheront cet après-midi entre 26 et 29 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi du journal de TF1 et de petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.